Saint-Martin, un mois après le passage d'Irma, l'ouragan le plus violent de l'histoire. Les bateaux sont encastrés sur les routes, les voitures retournées, les maisons à ciel ouvert. L'île des Antilles est détruite à 95%. Certains habitants ont profité de ces dégâts pour piller les magasins éventrés. Jordi est capitaine de la section de recherche de la gendarmerie. Il est très attaché à cette île, sur laquelle il s'est installé il y a 2 ans. Depuis le passage du cyclone, il ratisse avec son équipe toutes les maisons à la recherche de matériel volé. Bon, messieurs, dames, on vient dans le cadre des enquêtes pour rechercher les objets volés pendant Irma. Les fouilles des gendarmes se concentrent sur un quartier populaire proche de Bellevue, une zone commerciale entièrement pillée. Ce sont des photos et vidéos postées par les habitants sur les réseaux sociaux qui ont aidé les gendarmes dans leur enquête. On y voit des scènes de pillage par des groupes organisés, ou même en famille, comme dans ce magasin pour enfants. Ce matin-là, c'est sur les propriétaires de cette maison que Jordi porte ses soupçons. Notre caméra n'est pas autorisée à rentrer. Bonjour. Tu peux lui expliquer qu'on est en train You speak de faire English or just French? English, ok. À Saint-Martin, fait surprenant, les 3/4 de la population ne parlent pas français. Ces propriétaires viennent de République dominicaine. Jordi doit se faire comprendre en anglais. I will need the bill of the fridge. Elle a donné les papiers à un ami et la maison s'est écroulée. La maison s'est cassée. La propriétaire prétend que la facture d'un réfrigérateur neuf se trouve sous les décombres de la maison d'un ami. Pour les gendarmes, l'excuse est trop facile. If you don't have the bill, I take it. Yeah, because I think it's stolen from the store. Il décide alors de saisir le réfrigérateur. L'adjudant Grégory est persuadé qu'il provient d'un pillage. C'est un réfrigérateur qui est complètement neuf, qui fait un peu tâche dans la maison puisque c'est pas sa place. Et il y avait déjà en fait un réfrigérateur qui était, on va dire, d'occasion, qui avait déjà été utilisé. À l'intérieur, les esprits s'échauffent. La propriétaire ne supporte pas qu'on lui vide la maison d'appareils électroménagers. Hé, arrête là. Lève-toi. Arrête. Les enquêteurs continuent la perquisition et découvrent d'autres appareils électroménagers et de l'outillage encore dans leur carton d'emballage. On va ouvrir un magasin. On a un frigo, une machine à laver, plusieurs outillages, un ventilateur et quelques petites choses des magasins numériques. Donc là, on n'est pas forcément sur quelqu'un qui a volé, mais quelqu'un qui recèle réellement, dans le sens où ils ont des objets volés chez eux, ils savent que c'est volé, donc c'est une infraction. Quelle valeur là à peu près? On est à quoi? On est à un tour de 3-4 000 euros, je pense, au moins. Le Karcher et L'opération déménagement des gendarmes attire les voisins. Ces Saint-Martinois n'hésitent pas à désigner certaines populations comme responsables du pillage de l'île. Il faut bien dire les nations qui ont construit Saint-Martin et qui ont fait des dégâts. Et moi, j'ai vu beaucoup d'Espagnols qui ont pillé, c'est tout. Et voilà. Ce jeune accuse les habitants de République dominicaine. À Saint-Martin, où cohabitent plus de 120 nationalités et où l'on parle plusieurs langues, des tensions raciales existent. Furieuse, la propriétaire interpelle ses voisins et dénonce tout le quartier. Ouais, c'est ça. Elle dit que toute la rue a une chose qu'elle. Ils se sont tous servis en fait. Tout a été distribué dans diverses maisons du quartier. C'est douloureux pour la population parce que, bon, hormis ça, mais c'est tout le matériel de reconstruction qui a été pillé, endommagé. Donc c'est ce qui va ralentir d'autant plus la reconstruction de Saint-Martin. En un mois, les gendarmes enchaîneront plus de 300 perquisitions comme celle-ci, soit 10 par jour, tant l'île a été mise à sac. Dans les Caraïbes, à 250 km de la Guadeloupe, Saint-Martin, une île de 90 km² coupée en deux depuis le XVIIe siècle. Au nord, un territoire français de 35 000 habitants. Au sud, une zone autonome de 45 000 personnes, sous la dépendance des Pays-Bas. Depuis 2007, la partie française de Saint-Martin est devenue une collectivité d'outre-mer indépendante avec son propre tribunal et sa préfecture. Avec ses 37 plages de sable blanc,
ses kilomètres de côte à perte de vue et ses paysages de rêve, l'île a tout d'un petit coin de paradis. On la surnomme la perle cachée des Caraïbes. Mais le 6 septembre 2017, Irma, le plus puissant des ouragans jamais vus, frappe Saint-Martin. Des rafales de vent de plus de 370 km/h balaient tout sur leur passage. L'île de Saint-Martin est complètement soufflée, détruite, et se retrouve en proie au pillage. Derrière, là-dedans, c'est vide, c'est ma maison. Descendez. Ces scènes témoignent d'une pauvreté et d'une violence présente à Saint-Martin avant le cyclone. Cette île, qui était tantôt administrée, tantôt laissée à l'abandon, révèle aujourd'hui ses failles. Irma a renforcé un contraste choquant qui existait déjà entre les deux parties de l'île. Le côté hollandais vit du tourisme. Chaque année, 2,5 millions de vacanciers viennent ici profiter de ses plages et de sa réputation très festive. Sur 35 km, des dizaines de bars, restaurants, casinos, mais aussi clubs de striptease et maisons closes font de cette partie de l'île un mini Las Vegas. En face, le côté français attire 24 fois moins de voyageurs. Dans ces rues, locaux, métropolitains et immigrés vivent côte à côte. On parle français, néerlandais, mais surtout anglais, espagnol ou créole. 55% des habitants sont étrangers. La majorité sont des Haïtiens et des Dominicains. Et les difficultés économiques et sociales minent ce petit territoire des Antilles. Le taux de délinquance est plus fort que dans n'importe quel autre département français. Et la population est très pauvre. 1 habitant sur 5 vit du RSA. D'une frontière à l'autre, seules quelques centaines de mètres séparent les résidences de luxe des quartiers populaires aux airs de ghetto. L'après-Irma ne sera pas le même pour tout le monde. Enquête sur Saint-Martin, une île à 2 vitesses. Bellevue, au centre de la partie française, une zone commerciale qui a subi une double peine. En plus d'être touchée par le cyclone, elle a également été ravagée par les pillages. C'est en face de ce magasin pour enfants victime d'une razzia que Stéphane détient une concession automobile. Donc là, ici, on est à l'intérieur du showroom. Donc j'avais fait mettre toutes les voitures en les protégeant par rapport à Irma. Mais là, en fait, on découvre aussi l'après-Irma. Les véhicules qui se trouvent sans roues, l'essence qui a été siphonnée, les bombes à incendie qui ont servi de cric pour faire tenir les voitures. Tout ce qu'on voit là, c'est lié au pillage. Comme beaucoup de commerçants sur l'île, Stéphane ne peut plus rouvrir son entreprise à cause des pillages. Il a perdu ses 250 voitures, ses ordinateurs et écrans télé ont disparu et tous les bureaux ont été vandalisés. Là, en fait, dans ce bureau-là, ils ont tagué. Ils ont tagué une vitre en signant Coolest The Gang, dernière petite signature du vandalisme gratuit. L'extincteur à poudre qui a été déversé dans tout le bureau, je ne sais pas pourquoi ça les a amusés. Mais je ne suis pas le seul, ils ont fait ça partout. Une enquête de gendarmerie est en cours pour tenter de retrouver les auteurs. Mais aujourd'hui, Stéphane est encore sous le choc. Le lendemain de l'ouragan, alors qu'il venait constater les dégâts dans son entreprise, il a croisé ses voleurs. Je suis venu parce qu'en fait, je regardais qu'est-ce qui s'est passé. C'est là que j'ai vu que ça avait été ouvert, qu'il y avait des gens qui étaient dans les locaux. On sent cette tension. On se dit, mince, je suis en danger, il y a sa vie à sauver. On ne sait pas si c'est l'enjeu. Mais à ce moment-là, comme on ne sait pas, il faut partir. Ce traumatisme, Stéphane le vit encore au quotidien, dès qu'il entend le moindre bruit. Oula, je crois que ça c'est le vent qui doit... même un bruit comme ça me fait flipper. Pourquoi ça fait flipper? C'est juste dire qu'est-ce qui se passe en bas, quoi. Est-ce qu'ils reviennent ou pas Et puis il n'y a rien, c'est bon. Envahi par la peur, le patron de cette concession envisage de prendre une décision extrême. Il y a des choses que je vais faire pour aussi me sentir plus en confiance. Comme par exemple apprendre à se servir d'une arme. Si j'avais eu une arme, c'est clair qu'on s'en serait servi. Les lois, tout ça, franchement, on n'y pense même plus. Quelques jours plus tard, Stéphane a rendez-vous dans un centre de tir, le seul dont dispose l'île.
Depuis Irma et les scènes de pillage, Robert David, le propriétaire, n'a jamais eu autant de demandes d'inscription. Tous les stands de tir sont complets et le patron joue lui-même les instructeurs. Bon, je vous remonte à nouveau. On met la main là. Et l'angle de tir, c'est ça ou ça. Je crois que j'ai fait un exploit. Il a fait un 10 exceptionnel. Comme en métropole, ces armes soumises à réglementation ne peuvent être utilisées que pour la chasse ou le tir sportif. Posséder une arme pour se protéger soi-même est strictement illégal. Mais ici, c'est assumé. C'est pas anodin. Si je me suis inscrit à un centre de tir, c'est vraiment après ce moment d'insécurité qu'on a vécu pendant à peu près une dizaine de jours. J'ai peur de revivre ce moment-là. Il y a tellement d'entreprises qui ont fermé, donc déjà il y a des emplois qui sont en moins. Et juste avoir quelque chose pour se défendre à ce moment-là, c'est faire face à la situation dans l'île, évidemment. Avant le cyclone, la criminalité à Saint-Martin était inquiétante. On recensait 220 vols avec armes pour 1000 habitants, un record comparé à des territoires d'outre-mer ou en métropole. J'ai beaucoup d'attaques à main armée, d'épiceries chinoises. Il y en a toutes les semaines, des attaques à main armée. On perd son temps à porter plainte. On est obligé de s'autodéfendre. Ce sentiment de peur, plus fort depuis Irma, pousse les habitants à s'armer. Un business de la sécurité privée émerge sur l'île. Lors de banals contrôles routiers, les gendarmes découvrent parfois à bord des véhicules des armes à feu illégales. Comme ce pistolet semi-automatique, le même utilisé par les forces de l'ordre. C'est dans la voiture de cet homme qu'a été retrouvée cette arme interdite. Arrêté, il est entendu par un officier de police judiciaire et il est accompagné d'un interprète. Pour vous, un pistolet Glock, équipé d'un chargeur de 13 cartouches 9 mm. À qui appartient cette arme? Je ne connais pas le propriétaire de l'arme, mais quand j'arrive à la boutique, Marc, il me la donne. Marc est un commerçant connu sur l'île. Il aurait employé l'homme détenteur de l'arme pour protéger son épicerie des voleurs. Reste à savoir qui des deux est le propriétaire du pistolet illégal. Le propriétaire de l'épicerie, donc certainement Marc, déclare que cette arme ne lui appartient pas et que vous lui auriez dit que vous aviez emprunté cette arme à un ami du côté hollandais. Non, j'ai jamais dit ça. Donc il y en a un des deux qui dit pas la vérité. Il maintient que l'arme ne lui appartient pas et que c'est Marc qui lui... L'homme soutient que c'est le commerçant qui lui a fourni l'arme. Il devra bientôt se présenter devant le tribunal. En attendant, il est libre. Pour assurer quelques heures par jour la sécurité de l'épicerie, il était payé 1 000 $ par mois. Une offre qui tombait à pic après Irma. C'est dur d'avoir un travail maintenant à cause du cyclone. En plus, je dois réparer mon toit. Ma femme et mon fils sont en Martinique depuis le passage de l'ouragan. Alors j'essaie juste de gagner de l'argent pour leur envoyer. Dans mon esprit, je ne vois toujours pas ce que j'ai fait de mal. Je protégeais juste un lieu. Ça me fait passer pour un mec méchant, comme si au fond j'étais semblable à ceux que j'empêchais justement de faire du mal. Quelques jours plus tard, au tribunal de Saint-Martin, devant le nombre incalculable d'affaires liées à Irma, le vice-procureur Paillard convoque l'homme et lui attribue une date de jugement en procédure rapide. I'm not expecting to see you anymore before the 3rd of November. L'homme sera jugé pour détention illégale d'armes à feu. Les peines prévues au code pénal, ça va être 5 ans d'emprisonnement maximum, avec possibilité d'avoir un travail d'intérêt général ou des amendes à payer. La personne qui détenait l'arme ne savait pas s'en servir, n'a pas d'antécédents. Donc on est vraiment sur du bricolage, mais bricolage qui fait que quelqu'un se retrouve avec un Glock et 13 munitions 9 mm sur lui, qui peuvent tuer et qui tuent souvent. C'est un mode de gestion privée de la sécurité qui n'est pas acceptable. Marc, le commerçant, a également été convoqué. Il a avoué s'être procuré l'arme et tente de se justifier auprès du vice-procureur. Je sais que j'ai fait quelque chose de mal. J'espère que le juge ne sera pas trop dur avec moi. J'étais vraiment effrayé. You told me you had people looting some shops and roaming around your shop. Il comptait venir pour moi. You have to call for the gendarme. You cannot make your security yourself with a gun. Marc a été condamné à une amende de 1 800 € et il est interdit de détenir une arme soumise à autorisation pendant 5 ans. Une peine plutôt indulgente.
Le vice-procureur Paillard est conscient du chaos et de la peur qui ont régné sur l'île après le passage de l'ouragan. Lui aussi a subi personnellement Irma et ses conséquences. Alors c'était ma résidence, le Pirate. Magnifique petite résidence en bord de mer. Le toit s'est envolé sur les 2/3. On a tous eu des dégâts sur nos maisons, sur nos voitures. Et il a fallu jongler entre le travail et la vie personnelle, trouver à manger, trouver de l'eau. Les premiers jours ont été assez difficiles. Lorsque son emploi du temps le permet, le vice-procureur rejoint sa femme pour nettoyer leur appartement dans cet immeuble en bord de mer, durement touché par le cyclone. Voilà, ce qui reste de la piscine et le mur de clôture. Il y a une vague de 6 à 8 mètres là, qui s'est abattue. C'était planté de cocotiers et il ne reste plus que celui-ci. C'était un petit coin de paradis avant? Oui, c'était bien. Pour travailler ici, c'était agréable. Mais on va continuer différemment. Yves Paillard logeait dans cet appartement au premier étage dès son arrivée sur l'île. C'était avant Irma, lorsqu'un deuxième poste de vice-procureur a été créé pour renforcer la justice à Saint-Martin. Inondé le soir du cyclone par plusieurs mètres d'eau, le logement du vice-procureur est depuis inhabitable. C'est infesté de moustiques et de mouches. Les meubles pourrissent et l'immeuble n'est pas sécurisé. Et au-dessus, quand il pleut, ça goutte, puisqu'il n'y a plus de toit au-dessus. Donc c'est pas salubre. En attendant les travaux, le couple est logé dans une petite chambre d'hôtel. Malgré son statut, aucune aide particulière de l'État ne lui a été apportée. C'est difficile, il y a des tensions, il y a de la promiscuité parce qu'on est dans un tout petit espace. Il y a eu des moments difficiles, on ne pouvait pas se doucher pendant des jours, on portait toujours les mêmes vêtements, on mangeait des rations militaires. J'ai une épouse courageuse qui n'a pas voulu partir en métropole, qui n'a pas choisi la facilité. Enfin, courageuse, non, mais comme la plupart des gens ici. Et puis il a déjà suffisamment de travail, donc il ne pouvait pas se retrouver avec cette charge-là en plus. Devant l'ampleur du phénomène des pillages, le vice-procureur n'a pas voulu quitter l'île. Avec des collègues et les gendarmes sur place, une cellule de crise a immédiatement été montée. Il y avait des bandes de pillards qui circulaient sans arrêt. Donc on a senti ce besoin de sécurité. Et on s'est dit, on peut pas laisser les choses comme ça, il faut organiser la riposte. Et la gendarmerie a bien réagi et avait une structure qui permettait de bien s'organiser. Donc nous, on est restés pour donner l'appui, pour que la chaîne pénale ne soit pas cassée. Sur le plan personnel, Yves Paillard et sa femme se sont sentis livrés à eux-mêmes. En tant qu'ancien policier, il a alors pris des mesures radicales pour assurer leur propre protection. Moi, j'ai pris une arme un soir, j'ai demandé aux gendarmes une arme de poing pour passer la nuit ici. On s'est fait insulter. Oui. Fucking white. Fucking white, oui. Les problèmes ne sont pas résolus. Tout va dépendre de... Enfin, si l'île redémarre, si les commerces peuvent ouvrir à nouveau. C'est vrai que les commerces qui ouvrent, ça peut être une tentation pour des petits braqueurs, pour aller chercher des fonds de caisse. Un mois après Irma, les petits commerces ont été les premiers à réouvrir. Le vice-procureur sait qu'ils peuvent être les cibles des voleurs. Avant Irma, il était en charge de plusieurs dossiers de braquage, tous visant la population chinoise, qui détient la plupart des épiceries à Saint-Martin. C'est des Chinois, c'est pas la même communauté, il y a de l'argent, c'est facile. On voit que le jeune homme, il prend le temps de récupérer la ferraille. Voilà, il demande bien à prendre l'argent qui est en dessous parce qu'ils savent que les commerçants ne mettent pas tout dans la caisse. Et puis que les gens qui sont alentours ne sont pas très préoccupés par ce qui se passe. C'est devenu un peu banal que les supérettes soient braquées. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Marc, le commerçant qui s'était procuré une arme illégale pour protéger son épicerie. Il a accepté d'être filmé à visage découvert pour dénoncer le climat d'insécurité. 250 please. Dans le quartier, il fait partie des rares commerçants à avoir été épargnés par les pillages. S'armer était pour lui un moyen de dissuader les braqueurs. Ici, vous avez 9 magasins comme le mien. Ils ont pillé 7 d'entre eux. Il n'en restait plus que 2 dont le mien. Alors je me suis dit que le prochain, ce serait moi. J'ai donc décidé de me procurer une arme illégale. Parce qu'ici, vous avez des gens violents, des gens pauvres. C'est pour ça qu'ils viennent ici et qu'ils volent. Son magasin se trouve dans le quartier d'Orléans, un des coins les plus pauvres du territoire,
où 21% de la population vit du RSA, contre 7% en Île-de-France. Marc a déjà été braqué plusieurs fois derrière son comptoir. Le dernier fait remonte à seulement 2 mois avant Irma. Je me souviens de la nuit où je faisais ici les comptes et un mec est entré avec une arme. Il me l'a braqué et m'a dit d'ouvrir la caisse. J'avais à peu près 1 000 €. C'est effrayant, terrifiant. C'est votre femme? Non, c'est ma sœur. Votre sœur? C'est ce genre de personne qu'il faut que je protège. Depuis la série de pillages, c'est désormais dans l'épicerie que Marc a aménagé sa chambre. Ça, c'est mon oreiller. Et vous voulez que je vous montre comment je dors? Voilà, vous voyez ces 2 bouts de carton? Je les pose comme ça par terre. Je prends mon coussin et je m'assure d'avoir toujours les yeux rivés sur l'écran de télé. Juste après Irma, le commerçant a investi dans un nouveau système de vidéosurveillance et dans une arme à feu qu'il a acquise d'une façon particulière. Je suis chinois, je suis la cible. Donc oui, j'ai loué une arme quelque part. C'est un contact qui me l'a trouvé. Il m'a dit que cela me coûterait 1 000 $. Et si je voulais, je pouvais la lui louer. Dans ce cas, c'était 200 $ par mois. Et j'ai dit OK. 200 $ par mois pour un pistolet semi-automatique. Ici, on n'achète pas les armes, on les loue. Un nouveau business qu'a repéré le lieutenant-colonel Manzoni, le patron des gendarmes sur l'île. Il y a un commerce de location d'armes pour un vol à main armée dans telle épicerie, côté français ou côté hollandais. Beaucoup d'armes sont mises à disposition et vont servir par exemple à plusieurs méfaits et en fait sont tout simplement louées à la journée par leurs propriétaires pour faire tel ou tel fait. Saint-Martin serait l'un des territoires français où circulent le plus d'armes. Elles viendraient des pays voisins de l'île où elles sont autorisées. On est à une demi-heure de Porto Rico. Premier territoire des États-Unis, où l'accès à l'armement est libre là-bas. Donc on sait que par voie maritime ou aérienne, les armes circulent très librement et on se rend compte finalement, en étroite relation avec nos camarades de la police hollandaise, que oui, les armes sont bel et bien là, de par l'absence de frontières. Cette frontière, la voici. Une simple route qui sépare la France des Pays-Bas. Cette démarcation, c'est aussi celle d'une île qui fonctionne à 2 vitesses. Côté français, la reconstruction est lente, les plages sont dévastées, les rues commerçantes sont désertes. Côté hollandais, malgré les stigmates d'Irma, les plages accueillent les baigneurs. Les pelleteux s'activent pour déblayer la zone des hôtels le long de la côte. Et dans le centre-ville, les rabatteurs ont repris place devant les nombreuses boutiques de luxe qui pratiquent le duty-free. Un cadeau offert. Allez, entrez, pas de taxe. 4 mois à peine après le passage d'Irma, les paquebots étaient déjà de retour. Ils déversent depuis des milliers de croisiéristes chaque jour. 96% des touristes de l'île arrivent partie hollandaise. Les compagnies de croisière leur déconseillent de se rendre dans la partie française qui a plus de difficultés pour s'en sortir. Et ce côté de l'île a toujours été réputé branché et festif. La nuit, la partie hollandaise est le Las Vegas des Caraïbes, avec ses bars animés, ses soirées sur la plage et ses nombreux casinos. Ils sont près d'une quinzaine, un record pour une si petite île. Le plus grand et le plus connu est dirigé par Hervé Meunier. Il profite de règles beaucoup plus souples de cet autre côté de la frontière, car côté français, une loi empêche l'ouverture de casinos. On n'est pas station balnéaire à Saint-Martin, on est considéré agricole. Donc c'est des choses toutes bêtes, c'est des lois napoléoniennes qui n'ont pas été changées. La partie hollandaise tire la couverture effectivement. Donc on voit que partie hollandaise, on va se retrouver avec 12-14 casinos. Partie française, 0 casino. Yes. Un mois seulement après le passage du cyclone, le casino fête déjà sa réouverture. Excellent soirée à tous et à toutes et bonne chance. L'endroit a subi pas mal de dégâts qu'Hervé et des collègues réparent sous les yeux des clients. Salut. À bientôt. Ici, on ne se soucie pas trop des questions de sécurité. La priorité est donnée au business. C'est pas bon signe quand il y a la queue. Parce que les gens ils perdent du temps à faire la queue pour faire du change, mais ils jouent pas. Il faut que la vie reprenne à Saint-Martin. C'est primordial.
Donc voilà. Alors bien sûr, les gens ils comprennent pas. Oui, il y a d'autres priorités avant d'ouvrir un casino. Je l'entends, mais moi je suis quand même obligé de continuer ma vie normale, de gagner ma vie. C'est bien beau de faire du social, mais au bout d'un moment, il va falloir manger quoi. Alors pour vérifier si son casino redémarre bien, Hervé s'est doté d'un nouveau gadget. Ma petite astuce pour savoir combien il y a de clients, on passe le portail de sécurité, 404 entrées ce soir, pour l'instant. Il est que 9h, on a encore 1 heure, donc on vérifiera après, c'est pas mal. Je suis très content pour une reprise. Parmi les clients, des Saint-Martinois hollandais. It's coming. Mais aussi des habitants venus de la partie française, où il n'y a pas de distraction. J'ai perdu mes 2 maisons, alors tu sais... Les 2 maisons sont mortes pas mortes, mais... Beaucoup de travaux. Oh là là. Et là, il faut vraiment se détendre parce que ça fait 1 mois que je suis en enfer, alors 1 mois. Je dis, Hervé, j'ai tout perdu. On n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi manger, mais elle trouve quand même à venir mettre son petit billet de $20 pour aller se vider la tête. D'autres clients viennent ici pour des raisons différentes, comme ces 2 jeunes femmes belges. Ça va la forme? Et toi? Elles sont à la recherche d'emploi, côté hollandais de l'île, où elles ont plus leur chance. Moi là-bas j'étais barmaid à Grand Case. Mais là, il n'y a plus rien. Je suis 1000 fois mieux ici qu'en Belgique. Ça change pas les taxes aussi. Il fait bon, il n'y a pas les taxes. Hervé prendra rendez-vous plus tard avec ses filles, prêtes à tout pour décrocher un job. Non mais je fais tout. Hein. Moi je l'ai un peu. Tout. Moi aussi je fais tout. Tu vas voir les filles? Bon, alors qu'on se revoie alors. Ici, les casinos font vivre beaucoup de gens sur l'île. Celui-ci emploie déjà 80 personnes. Hervé croule sous les candidatures et certaines sont très originales. Ce soir, il teste justement une danseuse pour son show principal. C'est une fille qui était là avant le cyclone, qui s'est installée sur l'île. Elle travaillait dans un club de striptease de pole dance. Et là, elle s'est proposée à titre gracieux pour elle donner son petit coup de main, de venir faire un petit spectacle ce soir au casino. Peut-être si ça me plaît, je pourrais dans le futur la refaire travailler. Voilà. Alors je lui dis pas trop de sexy, pas trop sexy. Ça passe. Hervé a l'air satisfait. À la fin de la prestation, le tour est joué. La danseuse Anna, originaire des pays de l'Est, se voit proposer du travail. Maybe interesting for the show, maybe the weekend, Saturday, maybe 1 show every night, maybe 2-3 songs, si it's possible. It's good for you. Je te donne mon numéro. Okay. Appelle-moi avec plaisir. Thank you very much. Merci. Pleasure. Merci. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Anna dans une autre ambiance. Nous sommes dans un club de striptease. Une fois encore, l'établissement est dirigé par un Français, David. Ici, il suffit de passer la frontière pour ouvrir toutes sortes de business, y compris de ce genre. Normalement, on a une moyenne de 40 filles. Bon, mais là, il y a 7 ou 8. Je travaille beaucoup avec des filles qui viennent d'Europe de l'Est, mais moi, je travaille plus pour le tourisme. Voilà, vous avez une très jolie fille. Avantage d'être de l'autre côté de la frontière, ici le fonctionnement des bars à striptease est moins contrôlé qu'en France. Les filles ne sont pas rémunérées par le club, elles toucheraient de l'argent uniquement de pourboires et de danses privées qu'elles font payer aux clients derrière ce rideau. Une danse, c'est $30. Ça dure une chanson, c'est 3-4 minutes. Voilà. Une fille, elle peut rester 10 danses, 15 danses, 3 danses, ça dépend. En fin de soirée, elle peut faire pas mal de danses. Anna et les autres filles gagneraient plusieurs milliers d'euros par mois. La demande est forte, elle vient de touristes et de clients français, souvent des habitués décomplexés. J'aime mon île et je défends aussi les attractions qui restent ce qui fait la force de Saint-Martin. Les casinos, les boîtes de striptease, les bordels, vraiment tous les vices que tu n'as pas du côté français. Côté hollandais, les bars et bordels drainent une clientèle friande de divertissement en tout genre. Et avec un PIB presque 2 fois supérieur à celui côté français, il attire aussi de riches investisseurs. Perché sur les hauteurs de cette colline, Pelican Cove. Un quartier résidentiel chic qui abrite des propriétés de luxe avec vue sur l'océan. Antonio Pomata est un agent immobilier spécialisé dans les résidences haut de gamme. Il a rendez-vous avec Sylvia et Giorgio,
un couple de touristes intéressés pour acheter une maison de vacances. Irma n'a pas entaché les affaires d'Antonio sur une île qui offre un argument imparable. Voici une superbe villa de 700 mètres carrés au bord de l'eau, avec piscine privée et 5 chambres. Au premier étage, vous avez la cuisine, le séjour et la salle à manger. Cette villa est vraiment unique parce qu'elle se situe pile sur la pointe de la côte. Vous n'avez personne à gauche, personne à votre droite. Et vous avez cette vue panoramique de 360 degrés. C'est magnifique. Giorgio et Silvia habitent en Suisse et font régulièrement des allers-retours aux États-Unis. Alors qu'ils étaient ici en vacances, ils ont eu le coup de cœur pour la côte hollandaise de Saint-Martin. D'abord, ce qui me plaît, c'est de se lever le matin, d'ouvrir la fenêtre et de voir ça. En plus, le côté hollandais est vraiment festif. Vous avez les casinos, les bateaux de croisière tous les jours. Alors que quand vous allez côté français, vous voyez trop de tristesse. On a l'impression que personne ne fait rien. Cette villa est estimée à 1 300 000 $. Même si Irma est passée par là, pas besoin de baisser les prix des maisons. Car si Giorgio et Silvia deviennent propriétaires, ils bénéficieront d'avantages fiscaux alléchants. Par exemple, si vous achetez cette villa 1,5 million et que vous la revendez l'année suivante à 2 millions, vous réaliserez un gain de 500 000 $. C'est ce que les Français appellent une plus-value. Comment je dois payer sur ça? Eh bien, côté hollandais, vous devrez payer 0. Aucune taxe sur la plus-value de ce côté-ci de la frontière, alors qu'en partie française, elle s'élève à près de 35%. Et ce n'est pas le seul argument. Côté hollandais, vous n'avez pas de taxe à payer en tant que propriétaire. C'est ce qu'on appelle en français la taxe foncière. Alors que côté français, on doit payer la taxe sur la plus-value et aussi la taxe foncière. C'est ça. Et pour conclure sa vente, l'agent a un dernier coup de pouce. Au large de l'île, il n'est pas rare de croiser des milliardaires. Ici, vous pouvez voir des bateaux de gens très célèbres. Regardez celui-là, là-bas par exemple. C'est le bateau d'Abramovich. Ce bateau appartient à un richissime homme d'affaires russe, également propriétaire d'un grand club de foot anglais. Ici, on a la plus grande marina de la région. Alors, un tas de bateaux viennent ici. Une des raisons pour lesquelles cette partie de l'île a autant de succès, c'est parce qu'elle est reliée parfaitement au reste du monde. Au même moment, la partie française, elle, est dans l'impasse. 5 mois, l'école est toujours cassée. 5 mois, l'école est toujours cassée. La colère gronde chez les habitants. Ce matin-là, ce sont des parents mécontents qui manifestent. Préparez nos écoles. Pensez à vos enfants. 6 mois après le passage d'Irma, ils réclament le retour à une scolarité normale pour leurs enfants. Après Irma, comment est-ce qu'on peut fermer 30 classes et recevoir les élèves dans des telles conditions? Pour compenser le manque d'établissements scolaires, cette maman s'improvise professeure. Et ça, c'est quoi? Portugal. Ouais. Olga est inquiète pour son fils Wayan, en classe de 6e. Ça, c'est tous les devoirs qu'il a eus pour le lundi depuis le mois de janvier, depuis 2 mois et demi. Ça, c'est les devoirs du jeudi. C'est un peu inquiétant quand même. Ils ont l'air d'oublier un peu que l'avenir, c'est les jeunes. C'est eux qui vont faire ce que deviendra l'île. Olga doute également du propre avenir de sa famille à Saint-Martin. Elle travaillait dans le secteur du tourisme. Greg, son compagnon, est carrossier. Irma a détruit leur maison. Alors depuis, ils logent à 3 dans cette ancienne chambre d'hôtel de 15 mètres carrés. Il n'y a plus de place. Je sais pas où foutre les affaires. Comme on est 3 et qu'il y a le petit, j'ai essayé de faire une séparation. Ça lui fasse au moins un petit coin chambre pour lui. Après, heureusement qu'on a la terrasse quand même, sur la plage, qui nous donne l'impression d'avoir une pièce en plus. La famille a quitté Nîmes pour s'installer ici il y a 11 ans. Malgré une loi qui empêche la construction à proximité de la mer, les habitations sauvages se sont multipliées dans des zones inondables, comme ici à Grand Case. Wayan garde un souvenir difficile du passage d'Irma. On est allé chez une amie à ma mère, qui a une maison toute en béton. Et puis, c'est un peu cette maison qui nous a protégés, même si on voyait les murs trembler. Ça faisait plutôt peur. C'est des souvenirs que j'aimerais bien oublier.
J'aimerais qu'on arrête de déménager toutes les 2 semaines. Trouver la maison, ma chambre et tout. Tout a été détruit quasiment, donc on repart avec ce qu'on a réussi à sauver avant le cyclone. Leur maison se trouve à 20 mètres de leur chambre d'hôtel et de la plage. À l'intérieur, ce n'est plus qu'un tas de décombres. Ici, on est dans le salon. Jusqu'à il y a 3 semaines, là, il n'y avait plus de toit. C'était tout à ciel ouvert. Là-bas, il y avait notre petit paradis. Notre terrasse avec la cabane. On faisait nos petits barbecues, on faisait nos petites fêtes avec nos amis. Voilà, il n'y a plus rien. C'est tout sous les décombres. Ça fait moins mal que de la voir le lendemain du cyclone. Quand on est arrivé devant la maison, moi, j'ai pleuré. Hein. Je me suis mis à pleurer. C'est un peu énervant parce que tu te dis, tu avais ton petit endroit à toi, tu étais tranquille et tout. Et tu reviens ici, tu vois que tout est cassé. 6 mois après le passage d'Irma, les travaux de leur maison viennent à peine de commencer. Aucune aide ne leur a été versée, car Olga et Greg n'étaient pas assurés. Sur l'île, moins de la moitié des habitants a une assurance habitation. On n'était pas assurés, ni nous ni le propriétaire, parce qu'on est trop près de la mer déjà, donc c'est difficile pour trouver une assurance. Si tu veux habiter ici, c'est des risques et périls. Malgré tout, vous avez accepté les risques et périls ? Ben oui, parce que nous, ça faisait 7 ans qu'on habitait dans cette maison, et depuis 11 ans qu'on était là, il n'y avait jamais rien eu de grave, donc on n'a pas l'impression que ça va nous arriver, quoi. Vivre au bord de l'eau était le rêve de cette famille. Aujourd'hui, elle se retrouve sans maison, sans école, mais aussi sans travail. Olga organisait des excursions pour les touristes à bord de ce catamaran, aujourd'hui coulé. Voilà, ça c'est le bateau où je travaillais. Il était normalement à Visbo, côté hollandais. Si Olga travaillait côté hollandais, c'est parce que les conditions y étaient bien plus rentables. Par exemple, un bateau qui fait du charter côté français, il peut prendre jusqu'à 28 personnes, alors que là-bas, on n'est pas limité. Nous, on prenait jusqu'à 86 sur le bateau. Donc forcément, côté français, ils ont un manque à gagner. De toute façon, entre le côté français et hollandais, c'est vraiment à 2 vitesses, quoi. C'est là-bas, tout est fait pour faire du fric, et ici, tout est restreint, quoi. Si le côté français coule et qu'ils n'ont pas de touristes, ça les arrange même, quand même, quelque part. Côté français, les quelques coins qui peuvent accueillir des touristes se situent principalement autour de la marina. Problème, ils sont fréquentés par des consommateurs de crack, une drogue dure qui fait des ravages sur l'île. Ce fléau est favorisé par la proximité du lieu de fabrication de la drogue. Saint-Martin est à seulement quelques heures de la Colombie, premier producteur mondial qui sert à faire du crack. Équipé d'une caméra discrète, nous avons voulu savoir s'il était facile de se procurer ces drogues. Derrière cette maison, en quelques secondes, le contact est pris. Cet homme nous propose de la... Combien t'en veux? 2 grammes. Il nous demande de le suivre dans une maison voisine. 40 $. Ici, on trouve de et son dérivé, du crack, à des prix défiant toute concurrence. Le caillou de crack est à 5 €, c'est 4 fois moins cher qu'en métropole. Et ici, les dealers aiment prendre soin de leur clientèle. C'est de la bonne, et tu reviens quand tu veux. 24 heures sur 24, 7 sur 7. À droite du dealer, nous croisons 2 personnes assises sur une banquette. Salut. Elles sont en train de fumer du crack avec une pipe artisanale. Visiblement, les dealers ont aménagé un espace pour que leurs clients consomment directement sur place. Une véritable maison à crack, ouverte tous les jours, sans interruption. À la caserne de gendarmerie, Jean-Philippe, chef de la brigade de recherche, et son équipe enquêtent depuis plusieurs semaines pour démanteler ce trafic en plein quartier touristique. C'est un supposé trafic de stupéfiants qui prend place sur la rue Lowtown. Donc c'est une rue qui part de Marigot en direction du côté hollandais, qui est située au bord de la marina. On s'est aperçu effectivement que très rapidement les consommations de crack étaient avérées par plusieurs individus qui viennent régulièrement sur ce parking. Vulgairement, on appelle ça le parking des craqués. Ce parking, au bord de la marina,
est un lieu de consommation à ciel ouvert. À ce stade de l'enquête, les gendarmes n'ont pas encore tous les éléments pour prouver le trafic. Ce qu'il nous faut, c'est d'une part essayer d'identifier les individus qui sont sur cette zone de stationnement, mais au-delà de ça, de savoir d'où vient le produit. On a des soupçons sur une ou plusieurs maisons dans ce lotissement-là. Donc très difficile d'accès. Pourquoi? C'est toutes des petites artères, des petites ruelles, des petites impasses. C'est un vrai petit labyrinthe. C'est une spécificité à Saint-Martin. Les maisons sont imbriquées les unes dans les autres. Difficile pour les gendarmes d'identifier le point de deal et les trafiquants. Le lendemain matin, Jean-Philippe et ses collègues décident de mettre en place des surveillances discrètes. Une partie de l'équipe part à bord d'une voiture banalisée. Au niveau en discrétion, surtout être le moins visible possible pour assurer la plus grande des surprises en cas d'interpellation. Mais sur une île où la partie française est 2 fois plus petite que Paris, difficile pour les gendarmes de passer inaperçus. On va dire. Ouais, là par contre, c'est un bon méchant. Pas trop. Il t'a reconnu? Moi, il m'a jamais vu, mais lui, il a bien regardé. On se connaît presque tous. Ça se croise, ça. Il faut prendre encore plus de précautions. À quelques kilomètres de là, Jean-Philippe préfère miser sur la discrétion en se rendant sur son point de surveillance à pied et dans un look passe-partout. Il faut que l'étiquette corresponde au produit. On est dans une zone touristique. On est dans une zone où effectivement le gendarme en tenue tire l'œil. Ça peut donner le port de la casquette, ça peut donner un paire de lunettes de soleil. Tous ces éléments qui ne vont pas attirer l'œil et qui vont nous faire fondre dans le paysage au maximum pour la réussite de l'opération. Jean-Philippe a repéré il y a quelques jours un immeuble avec un point de vue en hauteur, juste en face de la zone de trafic de drogue. Mais pour y accéder, il faut faire un peu d'escalade. En fait, c'est un grenier d'une habitation. Cette habitation, c'est une résidence, il n'y a pas grand monde dans la résidence. Et en fait, ce grenier a une lucarne qui donne une vue panoramique sur la partie visée et craquée. Il faut se resservir de l'échelle, la remettre en place. Pouvoir faire quelques photographies correctes. D'ici, Jean-Philippe peut observer le parking et cette maison grise qu'il soupçonne d'être le point de vente de la drogue. Les enquêteurs vont tenter d'obtenir des preuves visuelles du trafic en photographiant les allées et venues des clients depuis plusieurs points de vue. On est 6, donc on a 2 militaires qui sont placés en observation-surveillance sur un hôtel désaffecté qui est au fond de la rue, donc une vue globale de la rue Lowtown. On a un militaire qui couvre la zone pour prendre en filature. On a 2 autres militaires qui sont eux en tenue et qui procèdent au contrôle sur un périmètre assez large. Et moi qui suis ici. On espère que la pêche va mordre. À une centaine de mètres de là, c'est bon, on est tous ensemble dans le perchoir. Ces 2 gendarmes remarquent de l'activité. Il est à peine 7 h du matin et les consommateurs défilent déjà au pied des habitations. J'avais l'impression que c'est devenu une banalité, c'est un truc de fou. T'as ton supermarché à crack à côté de là où tu dors. Si tu veux refaire une île, de toute manière, il faut aussi enlever les fléaux qui la touchent. Le stup facile comme ça, c'est un fléau de dingue. De son côté, Jean-Philippe repère alors une personne qu'il suspecte depuis des semaines d'être un client. Le mec en bleu ciel, il est rentré à gauche. Il demande à un de ses collègues, en planque dans la rue, de le prendre en filature. Alors, il faut que tu me contrôles. Un individu qui est sur la marina, c'est un t-shirt bleu, rayé et blanc. C'est un individu qui a peut-être 40 ans. Tu le vois, il est là? Voici l'homme qui intéresse les enquêteurs. À peine sorti de la maison, il consomme aussitôt du crack à l'aide d'une pipe sous les yeux du gendarme. Et lui, il consomme aussi devant toi? C'est une pipe à crack améliorée, c'est artisanal. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Donc ça, note bien ton heure de consommation. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a un premier individu. Donc, il fait sa consommation devant un des enquêteurs. Il le constate à 8h03. À partir de là, c'est un délit. Et on a un basculement de cadre juridique qui peut être probant. Chasser les consommateurs, un moyen pour les gendarmes de tenter de détruire le point de deal. L'homme pris en flagrant délit déclenche l'intervention. On peut se mettre en place et procéder à l'intervention. On s'équipe et puis le temps que le pays arrive, on sera là. À de suite. On n'a plus qu'à se souhaiter bonne chance pour trouver maintenant de la matière. L'adrénaline qui commence à monter. Sur place, le peloton d'intervention de la gendarmerie boucle toute la zone d'habitation. Cette unité est spécialisée dans les opérations sensibles. Dès la vue des gendarmes, la tension monte.
Cette femme habite la maison suspectée d'abriter le trafic de drogue. Elle se montre agressive. Pourquoi vous venez ici? Les enquêteurs soupçonnent qu'elle soit sous l'emprise de stupéfiants. Pour cette autre femme, impassible et inerte, cela fait moins de doute. Elle est en train de mourir sur sa chaise. Elle est défoncée. Ah, elle est défoncée. Les gendarmes du peloton d'intervention se retrouvent confrontés à un problème. Là, au milieu, là. Ils réalisent que la maison en question est en fait traversée par plusieurs autres habitations. C'est un véritable labyrinthe. Il faut faire vite pour empêcher d'éventuelles fuites tout autour du lotissement. Tout est emboîté, c'est compliqué, on peut y accéder de n'importe quel côté. Je vais repasser de l'extérieur, mais on va attendre des résultats. C'est alors que dans une des habitations, les gendarmes tombent nez à nez avec un jeune homme. Un enquêteur le contrôle aussitôt. Il veut savoir si c'est bien lui le dealer. T'habites là? Ok. T'as une pièce d'identité? L'homme a des papiers français, mais ne parle pas très bien la langue. T'as de la drogue ou des trucs chez toi? Ou de la... Est-ce que t'as du stupéfiant, t'en as ou pas? De la drogue. Un petit peu ça. Attends, on regardera après. On va aller chercher le chien, on attend là. L'homme précise qu'il aurait du en très faible quantité. Un chien renifleur va fouiller toutes les coursives de la maison. Au bout de quelques minutes, la fouille est positive. Ok, bon, ça c'est bien. Aucune trace de crack pour le moment, mais les gendarmes ne s'attendaient pas à découvrir une plantation. Alors on a découvert des pieds dans un jardin. C'est bon? Combien? Ouais, une petite quinzaine, il doit y avoir une quinzaine. Ouais, c'est un peu chaud là, faut commencer à monter un peu en pression. Et c'est loin d'être fini. D'autres plans de défilent encore. Échaudée par la découverte des gendarmes, la femme se montre à nouveau violente. Bouge de là! Éteins ta caméra! Bouge de là! Les gendarmes tentent de calmer la situation. L'homme qu'ils soupçonnent d'être un trafiquant serait en fait son frère. Ils habiteraient ensemble. À la fin de la perquisition, les enquêteurs finissent par trouver chez eux le produit qu'ils recherchaient. Alors on va faire les analyses, mais je pense que ça doit être des petits cailloux de crack avec Le trafiquant présumé est emmené à la brigade pour être placé en garde à vue. Jean-Philippe est satisfait, malgré le contexte difficile de la perquisition. Celle-ci est compliquée parce qu'on est sur un quartier, on est sur du ruelle, on est sur des petites impasses, avec des familles qui vivent dans des situations un petit peu précaires. Et en tout cas, ça s'est très bien passé. D'une part, par le produit découvert, qui était le produit recherché et qui faisait l'ouverture de nos investigations, c'est-à-dire de la blanche. Et puis une plantation qui est quand même assez importante. Donc voilà, un individu placé en garde à vue. Ensuite, maintenant? Faut attendre 24 heures. De retour à la brigade, les enquêteurs comptabilisent au total plus de 60 plans. Sur l'île, avoir une ferme de domicile est facile et ne coûte pas cher par rapport à la métropole. C'est gagnant-gagnant comme opération. À part un peu de terreau, un peu d'eau et il n'y a pas besoin d'éclairage UV, il n'y a pas besoin d'humidificateur. Là, il n'y a absolument rien. C'est à l'air libre, on a l'eau, on a le soleil, donc ça pousse très vite. Disons que ça facilite le business. Mais en plus de ces 60 plans de les gendarmes ont retrouvé au domicile du prévenu environ 3 000 € et dollars en petites coupures. Pourtant, lors des auditions, le jeune homme nie que l'argent provient du trafic de stupéfiants. Enfin, l'argent lui aurait été remis par sa mère qui aurait perçu des loyers d'appartements et qui ne sont pas forcément en rapport à ce qu'on a ici. C'est des reçus qui sont faits sur des petites planches papier. Un simple achat d'un petit carnet de quittances de loyer qu'on trouve chez le Chinois pour 3 $ et qu'on remplit à la main sans vérification, quoi. L'homme sera convoqué par le tribunal. Il risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Le point de deal autour de la marina est détruit, mais Jean-Philippe sait qu'un autre le remplacera. Irma a renforcé la précarité de certaines familles qui n'hésitent plus à se tourner vers le narcotrafic pour subsister. Le trafic va certainement bouger dans les quelques jours, ça perdurera, ça on le sait très bien. C'est le jeu du chat et de la souris. C'est quand même des gens qui vivent dans des conditions d'hygiène difficiles, hein, suite déjà au cataclysme qu'ils ont subi avec Irma, et puis la misère sociale qui peut s'insérer aussi dans ces petits quartiers. Si elle veut survivre, la partie française devra repenser le tourisme. Un quai pour yachts et paquebots de luxe était prévu d'ici la fin de l'année. Irma a reculé l'échéance. Celui qu'on surnomme l'ouragan du siècle sera l'occasion pour tenter de tout reconstruire en mieux et se tourner comme son voisin vers un tourisme
haut de gamme.